L'attentat en Cisjordanie, un Palestinien a tiré avec une arme à feu à un point de contrôle près de Ramallah ce matin, blessant un soldat et un civil avant d'être lui-même abattu. Mais son identité révèle qu'il faisait partie du service de renseignement de l'autorité palestinienne à Ramallah. Joseph Emmanuel. Ces soldats israéliens sont sur leur garde. L'un des leurs vient d'être attaqué. C'était tôt dans la matinée de jeudi, près d'Izma, à quelques kilomètres de Jérusalem. Une patrouille de l'armée israélienne arrête une voiture pour un contrôle d'identité. Et selon la procédure en vigueur, un soldat part au contact du conducteur. Les deux autres restent en retrait pour couvrir leurs collègues en cas de problème. Le jeune soldat vérifie les papiers. Tout semble en règle. Puis il se dirige vers le coffre pour le fouiller. C'est à ce moment que le Palestinien sort de la voiture, une arme en main, et tire sur le soldat israélien. Les deux autres officiers abattent le terroriste sur le champ. Le soldat blessé est très vite évacué dans un hôpital de la région. L'homme palestinien a été identifié comme un officier des services de renseignement palestiniens, donc appartenant aux forces de sécurité du président Mahmoud Abbas. Une information confirmée par l'un des cousins de l'assaillant. Les Israéliens disent détenir des preuves. Nous connaissons leurs méthodes, on est habitués. Ils disent qu'on a des couteaux ou qu'on vient se sacrifier en commettant un attentat. Une vague de violence agite la région depuis 2 mois maintenant. 85 attaques au couteau, 30 fusillades et 12 voitures béliers. Dernière attaque en date, vers 17h ce jeudi, un Palestinien tente de poignarder un officier de police face à la porte de Damas à Jérusalem. Mais l'attaque de ce matin est l'une des rares commises par un membre de la sécurité de l'autorité palestinienne. La multiplication de ce genre d'attaque est l'une des craintes majeures du gouvernement israélien, car ce qui reste pour le moment une vague de violence contenue pourrait rapidement dégénérer. Alors depuis le début de cette vague de terreur, c'est-à-dire début octobre, c'est la première fois qu'un membre des services de sécurité de l'autorité palestinienne est impliqué. Daniel Haïk, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça marque un tournant ? Non, on ne peut pas le dire pour l'instant. Pour l'instant, la politique est claire. L'autorité palestinienne fait tout pour empêcher que des membres de ces forces de sécurité soient impliqués d'une manière ou d'une autre dans des attentats, même sous forme d'une complicité éloignée. Et pas seulement les membres des forces de sécurité palestiniennes, il y a des pressions qui sont exercées également sur les forces du Fatah. C'est notre collègue Ali Waqued qui nous l'a précisé ce soir. Il y a de fortes pressions qui sont imposées sur les militants du Fatah afin qu'ils ne soient pas impliqués dans des attentats terroristes. Donc la plupart des attentats terroristes sont commis essentiellement donc par des membres du Hamas. Et puis il y a aussi, parce qu'il y a des développements, même sur le plan diplomatique, Mahmoud Abbas aurait promis à John Kerry la semaine dernière, lors de leur rencontre à Ramallah, de tout faire pour faire baisser la tension dans la région. Et puis enfin, il faut préciser, il faut rappeler que la coordination, la coopération sécuritaire entre les forces de sécurité palestiniennes et les forces de sécurité israéliennes se poursuit. Elle pourrait même s'intensifier. En tout cas, c'est le souhait formulé par Tsahal, qui avait demandé à l'échelon politique de donner plus de facilité aux membres des forces de sécurité palestiniennes pour lutter efficacement contre le terrorisme, une demande qui a été pour l'instant gelée, qui n'a pas donné de suite du côté de l'échelon politique. Alors en tout cas, cela ravive, Daniel, le souvenir de la deuxième intifada. Évidemment, parce que si l'on se souvient du début de la seconde intifada, il faut rappeler l'historique, on est au moment des accords d'Oslo. À ce moment-là, l'un des principes des accords d'Oslo, c'est que les forces de sécurité palestiniennes soient dotées d'armes pour, d'une certaine manière, assurer la sécurité des territoires qui ont été évacués par Israël, en particulier les grandes villes palestiniennes. Elles sont armées, ces forces de sécurité palestiniennes, aux grandes dames de la droite israélienne qui affirme, avec un slogan très connu, « Ne leur donnez pas d'armes parce que ces armes vont se retourner un jour contre nous ». Et en fait, de facto, cette coordination se maintient quasiment aux négociations de Camp David en juillet 2000. Et ensuite, au moment du déclenchement de l'intifada, l'un des premiers signes de cette intifada, c'est que effectivement des membres des forces de sécurité, des policiers palestiniens, retournent leurs armes contre ceux qui étaient, on va dire, leurs partenaires au niveau sécuritaire, contre des soldats israéliens, puis contre des civils israéliens. Et c'est véritablement le
le premier détonateur, ce qui marque le déclenchement de la seconde intifada. C'est resté dans les esprits que ces fusils se sont retournés en direction des civils et des militaires israéliens. Merci Daniel Haïk. Alors justement, pour éviter au maximum les contacts entre soldats israéliens et palestiniens sur les points de contrôle en Cisjordanie, eh bien Tsahal teste un nouveau type de contrôle électronique grâce à des portiques automatisés. Reportage Maxime Pérez. Kalandia, à l'entrée sud de Ramallah, l'un des 14 points d'accès vers Israël depuis la Cisjordanie. Sécurité oblige, les véhicules palestiniens sont l'objet de fouilles systématiques. Leurs passagers sont priés de présenter aux soldats leurs papiers d'identité. Vu que nous sommes dans une période de tension, on est sur le qui-vive et beaucoup plus vigilant. Ceci dit, ça a toujours été les consignes ici. Souvent théâtre d'affrontements avec de jeunes lanceurs de pierres, le secteur de Kalandia a aussi connu plusieurs tentatives d'attaque à l'arme blanche ces dernières semaines. Voilà pourquoi l'armée israélienne s'y efforce de limiter au maximum le contact physique avec les Palestiniens. Illustration dans la partie du checkpoint réservée aux piétons. Ici, les contrôles se font à distance. On passe des portiques de sécurité comme à l'aéroport, après avoir laissé ses affaires et autres objets personnels sur ce scanner. Dernière étape, s'identifier avec ses empreintes digitales. Tout a été fait pour simplifier les contrôles et on arrive à des statistiques très impressionnantes. Aux heures de pointe, ce portique peut enregistrer le passage de 150 Palestiniens en moins de 30 minutes. Mais qu'en pensent au juste les Palestiniens? Sur les 2 800 000 habitants recensés en Cisjordanie, ils sont actuellement 500 000 à s'être pliés au système du contrôle biométrique. Les avis sont mitigés. Le problème reste le même, on attend trop longtemps. Je trouve que les contrôles qu'on subit sont humiliants et inhumains. L'âge des uns et des autres n'est pas pris en considération. Ce point de passage n'a rien changé. Je viens du camp d'Anata et on a fait un sacré détour pour arriver jusqu'ici. Chez nous, le checkpoint est fermé. Finalement, de porte à porte, on met de 1h30 à 2 heures pour sortir d'ici. L'armée israélienne s'en tient au fait. Depuis la mise en place de ces systèmes biométriques, pas un seul attentat ne s'est déroulé dans ces points de passage destinés aux piétons. Des technologies de reconnaissance faciale sont même déjà à l'étude.